Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Les Rwandais se sont accordés sur le 1er octobre, bien sûr, comme date de début des opérations de neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda. Groupe armé auto-rwandais basé dans l'est de la RDC, la levée des mesures dites défensives prises par les Rwandais et c'est dans le cadre des négociations ardues prévues par l'accord de paix signé à Washington par Kigali et Kinshasa. Le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahungia, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, il a bien sûr signé 5 mémorandums d'entente avec les entreprises américaines ainsi que la diaspora congolaise regroupée au sein du Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Que retenir de ces partenariats et qu'est-ce qu'il va apporter à la RDC? Julien Paluku est l'invité de la rédaction à suivre avant la fin de ce journal. Après la démission de Vital Kamerhe, c'est le premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumba qui prend officiellement le bâton de commandement du bureau de l'Assemblée nationale. La cérémonie de remise reprise a eu lieu jeudi au Palais du Peuple. Le désormais ancien président de l'Assemblée nationale a exhorté son successeur temporaire à continuer à défendre les valeurs de la République derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi et à se battre pour l'intérêt de la population. Le conseiller communal de la RDC réitère le rappel au gouvernement pour le décaissement des fonds nécessaires en faveur de la CENI et pour l'organisation des élections des bourgmestres. C'est parmi les recommandations de la première conférence des présidents des conseils communaux de la RDC qui s'est clôturée jeudi à Kinshasa. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Dominique Dinanga. Bonjour et merci de votre fidélité à Top Congo FM. Après la démission de Vital Kamerhe, c'est le premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumba qui prend officiellement le bâton de commandement de l'Assemblée nationale. La cérémonie de remise reprise a eu lieu jeudi au Palais du Peuple. Le désormais ancien président de la Chambre basse du Parlement a exprimé sa gratitude à tous ses anciens collaborateurs. Vital Kamerhe a exhorté son successeur temporaire à continuer à défendre les valeurs de la République derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi et à se battre pour l'intérêt de la population. On l'écoute. Les affaires de l'État continuent, les hommes passent, les institutions restent. Je vous souhaite bonne chance pour la période que vous aurez à gérer cette grande institution, la deuxième de la République. Bonne chance aussi pour la plénière ou les plénières qui auront consacré ma succession ici à ce poste de président de l'Assemblée nationale. Je suis parti avec beaucoup de souvenirs heureux ici. C'est pas la première fois que je parte. Je souhaite bonne chance aux uns aux autres. Merci pour l'amour et la collaboration que vous m'avez témoigné. La République passe avant tout. Je vous encourage à continuer à défendre le président de la République, les valeurs de la République, les intérêts de notre peuple qui nous a mandatés ici. Je vous remercie, je reste à votre disposition. S'il y a un élément à clarifier, mon directeur de cabinet est à votre disposition et moi-même je peux toujours vous rencontrer pour apporter l'éclairage nécessaire. Le professeur Vital Kamerhe, désormais ancien président de l'Assemblée nationale. Prenant la parole à son tour, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumba a dit garder de bons souvenirs de sa collaboration avec Vital Kamerhe, tout en témoignant sa gratitude au président sortant et à tous les membres du bureau pour cette expérience acquise. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, faisant désormais fonction de président, a par ailleurs rappelé qu'il a le devoir de mener à bon port cette chambre législative au cours de cette brève mission lui dévolue par le règlement intérieur. Je dois ici témoigner de cette grande expérience acquise pour avoir travaillé à vos côtés pendant cette longue période qui nous laisse bien évidemment de très bons souvenirs, des échanges sans quoi et surtout d'un travail en sincère collaboration. Vous pouvez être rassurés que, comme souhaité, nous tenterons de mener à bon port la courte mission qui nous est confiée ici par notre règlement
et que nous verrons toujours que l'image se devait laisser derrière vous par la gestion de cette grande institution très élevée. Derrière la vision du chef de l'État que nous regardons ensemble pérenniser, je retiens aussi les mots forts que vous avez prononcés à cette occasion pour le travail à battre pour l'intérêt de la République et la sauvegarde de barrières de ce qui nous est commun, c'est ce pays. Ce n'est pas nos petites personnalités qui comptent, mais plutôt les mettre devant comme intérêts fondamentaux qui structurent notre existence sera notre leitmotiv. C'était le professeur Isaac Jean-Claude Chilumba, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il faut noter que la plénière qui va examiner les pétitions contre 3 autres membres du bureau est prévue, c'est vendredi. Les conseillers communaux de la RDC réitèrent le rappel au gouvernement pour le décaissement des fonds nécessaires en faveur de la CENI pour l'organisation des élections des bourgmestres. C'est parmi les recommandations de la première conférence des présidents des conseils communaux de la RDC qui s'est clôturée jeudi à Kinshasa. Les élus locaux ont aussi plaidé pour leur prise en charge adéquate. On écoute Willy Nzembela, président du collectif des conseillers communaux de la RDC. Les conseillers communaux recommandent la mise à la disposition de la CENI des moyens adaptés pour la tenue des élections conformément au calendrier rendu public afin de combler les vides, de gérer la crise de légitimité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Toujours au chef du gouvernement, la conférence recommande l'insertion dans le rubrique budgétaire d'investissement, la construction ou la dotation des cadres de travail à tous les 114 conseils communaux de la RDC. Au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, la conférence recommande d'instruire aux éléments de la police nationale congolaise et à tous les services de sécurité, suite observance de l'article 120 de la loi organique 08/016 qui consacre et assure les immunités aux honorables conseillers communaux au même titre que d'autres corps d'élus, de revenir sur son télégramme demandant au gouverneur de province de doter les dotations locales à chaque conseil communal de la RDC conformément aux prescrits de la loi des finances. C'était bien sûr Willy Nzembela, président du collectif de conseillers communaux de la RDC. La RDC et les Rwandais se sont accordés sur le 1er octobre 2025 comme date de début des opérations de neutralisation des FDLR dans l'est de la RDC et la levée des mesures dites défensives prises par le Rwanda et c'est dans le cadre des négociations ardues prévues par l'accord de paix signé à Washington par Kigali et Kinshasa le 27 juin 2025. Et pendant ces temps, des escarmouches sont enregistrées bien sûr dans les villages de Kiangwiru, dans les territoires de Walikale et dans les villages de Mbe, territoire de Massissi. Les éléments de l'AFC M23 ont tenté sans succès de contourner les positions de la coalition FRDC Wazalendo. C'est Fiston Misona, membre de la société civile du Nord Kivu, qui l'annonce. Il précise que les insurgents ont toujours l'intention de prendre d'assaut la cité stratégique de Pinga. On l'écoute. Les éléments du 23 ont encore provoqué le village de Yanikiro, dans le territoire de Walikale et à Goupatima, mais également dans le village de Hembe, en territoire de Massissi, depuis tôt le matin. Ils ont provoqué les attaques. C'est une question que nous continuons toujours à alerter la communauté nationale et internationale, que les 23, bien qu'ils sont en train de dire qu'ils sont prêts pour la paix, mais plutôt ils sont là pour distraire l'État congolais, afin que leur démarche puisse aboutir. Alors, quelle était la réaction des FRDC et des Wazalendo? Nous félicitons justement les comportements affichés par le VDP, Wazalendo, et aussi les FRDC qui restaient toujours aux aguets, qui ont justement riposté à ces attaques-là de part d'autres. Ils ont réagi farouchement quant à ça. Est-ce que l'ennemi tente toujours de contourner les positions FRDC pour prendre en étau la cité de Pinga? Oui, exactement, et comme ils l'ont toujours tenté et qui malheureusement
jusqu'à maintenant, il n'arrive même pas à franchir ces lignes de front et nous félicitons parce que certains éléments bien V3, certains d'entre eux se manifestent, mais également se rendent vers les forces armées de la République et même auprès de Ouazalendo pour justement se rendre, en fait, de voir en sorte qu'ils seraient trompés par ces éléments bien V3. Fiston Missona qui répondait aux questions d'Éric Ambago. La réforme de l'appareil sécuritaire, la justice transactionnelle, les dialogues internes et la diplomatie sont les principaux piliers pour la stabilité du pays. Voilà les propositions du député national Paul Bangou après avoir renouvelé sa loyauté au président Félix Tshisekedi. C'était par la signature de la charte de l'Union sacrée de la nation. L'élu du territoire d'Iromo, Anitouri, exhorte les peuples congolais à l'unité nationale pour faire face aux ennemis de la République. Il appelle spécifiquement les groupes armés locaux et les leaders politiques de l'Ituri qui ont pris les armes à revenir à la raison pour faire la paix. Détail, Franca Santé. Il ne s'agit pas d'une simple signature, mais plutôt d'un acte de reconnaissance envers les garants de la nation Félix-Antoine Tshisekedi, affirme le député national Maître Paul Babangou, qui transmet les remerciements des Ituriens dans ses arguments. Pour le développement, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'apparaît de la province de l'Ituri. Les portes anglais, nous êtes pas ignorés qu'il y a eu plusieurs cas de mort. Il a construit l'université de Bunia au standard international. Le finissage des stades de Kindia, on a asphalté plus de 50 km de la voirie urbaine. Les éclairages et aujourd'hui, nous allons avoir un aéroport moderne et international. Par la suite, les relais du territoire d'Iromo et PCA de la Caisse nationale de la sécurité sociale en RDC s'engagent à l'ordre de bataille utile aux côtés du chef de l'État avec des objectifs précis. D'abord, l'unité nationale, dans la mesure où tous les ennemis de la République tentent à chaque fois de diviser les Congolais, à les interposer les uns les autres. La deuxième des choses, c'est la réorganisation de l'armée congolaise. Une chose que le chef de l'État a déjà pris à bras le corps, la réforme des secteurs de sécurité en RDC est une obligation sine qua non et l'accompagnement de la population des processus de paix. Pour y arriver, il y a plusieurs alternatives. Là, je vous parle comme un expert des collèges de hautes études de sécurité et de défense. Il faut une justice traditionnelle. Alors, dans la dynamique sécuritaire et les principes des carottes et des fouets, si les groupes armés sont d'accord avec l'État congolais, ok. Mais ceux-là qui vont se présenter comme des moutons noirs, il revient à la République de prendre les actions militaires proportionnelles. Bunia, Francassan, Top Congo FM. À part de l'affaire Dan Gettler en Israël, l'homme d'affaires juif n'a pas été interpellé par la justice israélienne comme relayé sur les réseaux sociaux et n'a aucun lien avec les affaires évoquées dans les médias. Depuis quelques jours, le nom de l'homme d'affaires Dan Gettler a été évoqué en lien avec des affaires faisant l'objet d'enquêtes en Israël et une publication mensongère prétendant qu'il aurait séjourné dans un centre de détention a même été diffusée selon des termes de son conseil. Le juge israélien Ehrlich a statué que ces publications mensongères étaient interdites par la loi. Toute mention de l'homme d'affaires dans ces fake news porterait atteinte à sa réputation et lui causerait un préjudice et nuirait gravement à sa réputation et à ses activités. Walter Nkouille. Contrairement aux fausses allégations, Dan Gettler n'a jamais été placé en détention, ceci expliquant pourquoi cette information n'a pas été relayée par les médias institutionnels, mais seulement par un compte Twitter anonyme et douteux. Lors d'une audience la semaine dernière, la Cour a adopté la position de l'avocat général selon laquelle mentionner le nom de Dan Gettler en lien avec ces affaires constitue une violation de la loi et est mensongère, tout en portant atteinte à son honneur et lui causant un grave préjudice. Maître Ben Tour a déclaré qu'il a été prouvé devant des tribunaux au-delà de tout doute raisonnable qu'il n'avait aucun lien avec les affaires enquêtées. Selon certaines sources, les publications mensongères au fil des ans concernant l'homme d'affaires Dan Gettler émaneraient des concurrents économiques cherchant à lui nuire ainsi qu'à ses affaires. Par le passé, des plaintes ont été déposées contre lui auprès des diverses autorités d'enquête dans le monde, notamment le SFO britannique, qui
qui a enquêté pendant près de 10 ans sur ses activités avant de conclure qu'aucun élément probant n'étant retenu contre lui et qu'aucune faute n'était imputable à sa conduite. Il convient également de noter que le juge Horstein, qui a servi d'arbitre dans le litige commercial et a examiné plus de 10 000 documents dans ce cadre, a établi que contrairement à toutes les allégations, Dan Gertler n'avait jamais soudoyé responsables gouvernementaux en République démocratique du Congo et qu'aucune preuve n'étayait les publications mensongères le concernant. Signé Walter Nkouille. Il a pris officiellement les rênes de la direction générale de la SNEL. L'ancien ministre des Ressources hydrauliques Teddy Luamba succède à Fabrice Lusinde à l'issue d'une cérémonie de remise reprise tenue jeudi. C'était en présence du conseil d'administration, des cadres dirigeants et des représentants des ministères. Le nouveau directeur général promet de redresser la Société nationale d'électricité et de renforcer son rôle de fleuron de l'économie nationale. Ses engagements, plus de transparence, une gestion rigoureuse, l'amélioration de la qualité des services et une nouvelle dynamique. Il mise également sur la digitalisation, la lutte contre les pertes commerciales et techniques, ainsi que la mobilisation des ressources pour financer les grands projets énergétiques du pays. Le vice-premier ministre du budget réaffirme sa détermination de matérialiser le 6e pilier du programme quinquennal du président de la République, Félix Tshisekedi, relatif au renforcement de l'efficacité des services publics. C'est dans ce cadre qu'Adolphe Mozito a reçu jeudi une délégation de l'administration du ministère du budget conduite par le président de l'intersyndicale. Ces agents publics ont mené un plaidoyer pour obtenir des réponses favorables à leur cahier de charges déposé depuis le 30 mai 2025. Le vice-premier ministre, ministre du budget, a confié à ses interlocuteurs qu'il est question de procéder par une approche de proximité sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa, afin de palper du doigt les problèmes des agents publics et y apporter des solutions idoines, et c'est dans le but de renforcer l'efficacité des services publics selon la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. On écoute plutôt Frédéric Ndiawolo, président de l'intersyndicale de l'administration du budget. L'intersyndicale nationale du ministère du budget avait introduit le cahier des charges le 30 mai 2025 et nous avons sollicité l'audience pour discuter avec le militaire sortant. Ils nous avaient orienté auprès du vice-ministre. Ils ont consulté des thématiques et des services qui devaient apprêter des réponses à donner. Il y a un atelier résidentiel qui était prévu à Bibois pour qu'on puisse aller discuter de tous ces problèmes pour sortir des résolutions en vue de faire marcher correctement le ministère du budget qui a tant de problèmes. Vous savez, un ministère du budget quand il vise primature, mais autant de problèmes, les services sont dehors, il n'y a même pas un véhicule pour le transport des agents, pour ne parler que c'est ça. Voilà pourquoi le VPM a pris en charge notre cahier de charges et il a dit qu'il va accélérer. Il y a d'autres points, il va vraiment accélérer pour que les solutions idoines nous soient trouvées rapidement pour mettre le ministère du budget dans le rail. Et puis, dans le reste de l'actualité, la Belgique sollicite le soutien de la RDC pour abriter le secrétariat du traité des Nations Unies sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. La ministre belge de l'Environnement a officiellement soumis la demande de son pays à son homologue congolaise Marie Nyange Dambo. C'était à l'occasion d'un événement parallèle organisé mercredi à New York par la mission diplomatique belge aux Nations Unies. La Belge Annelies Verlinden a souligné l'importance accordée à la RDC en tant que partenaire clé au regard de ses vastes ressources en eau douce. De son côté, la ministre congolaise de l'Environnement a réservé une suite favorable à cette demande, d'autant plus que la Belgique est un allié stratégique de la République démocratique du Congo. Écoutez tour à tour Marie Nyange et Annelies Verlinden. Nous, la RDC, on ne peut qu'appuyer. C'est un pays qui regorge plus de 50% d'eau douce d'Afrique. Donc, c'est un élément très important. Et ensemble, on peut construire une bonne stratégie pour nos pays respectifs. Oui. Donc, moi, je suis contente et on va soutenir. Maintenant, on est très content d'avoir ratifié le traité avec tant de pays et donc maintenant on peut
commencer l'action. Et donc, je crois que c'est très important pour la RDC parce qu'il y a plein d'eau douce. Et donc, il faut le faire ensemble parce que protéger l'océan, ça ne s'arrête pas aux frontières. Et c'est très important d'avoir cette collaboration. Et la Belgique est prête à être le host pour le secrétariat du traité. Et donc, on veut vraiment aller à l'action maintenant et on va le faire ensemble avec la RDC et tant de pays importants dans le monde. Et puis, la situation sécuritaire critique dans l'est de la RDC sera au cœur d'un grand sommet de prières patriotiques qui aura lieu du 8 au 9 novembre 2025 à Kinshasa, au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale. L'annonce a été faite jeudi à Kinshasa au cours d'une grande rencontre de quelques leaders du mouvement de réveil de la RDC présidé par l'archevêque Évariste Ejubaya Mapia, représentant les gars de l'église du réveil du Congo. On écoute Évariste Ejubaya Mapia. C'est un groupe de leaders que nous avons réunis pour partager les différents points de vue, comment notre Église en République démocratique du Congo peut être forte. Par cela, nous avons dit qu'il y a des exemples. Ainsi, nous avons annoncé l'arrivée de Paola White, qui est la pasteur du président Donald Trump, qui s'occupe du bureau de la foi à la Maison Blanche. Et elle sera avec l'archibishop Duncan William du Ghana. Tous les pasteurs de la nouvelle génération ont accepté que nous voulons, avant le 8, qu'ils puissent honorer les pères en République démocratique du Congo. C'est pour baliser le chemin, parce que la présence de Paola White, ensemble avec William Duncan en République démocratique du Congo, c'est quelque chose de très important qui peut avoir une signification spirituelle pour notre nation et pour préparer le terrain à ce que le terrain soit favorable pour recevoir le dépôt que ces gens-là, c'est comme qui dirait, nous avons l'onction spirituelle attachée au pouvoir. C'était Évariste Ejubaya Mapia. Lutte contre le VIH-Sida pour atteindre les résultats escomptés en dépit de la coupure des financements étrangers. Les organisations de la société civile y réfléchissent pour des moyens de lutte palliatifs. Les 2 jours de réflexion se sont ouverts au siège du réseau national des ONG pour le développement de la femme ici à Kinshasa. Milfa Kanyeba. Ayant ouvert cet atelier national, le docteur Bernard Bossikou de la lutte contre le VIH au niveau de la présidence de la République a relevé l'importance de ces réflexions. C'est un peu une mission de commando, sans appui, et nous, gouvernement, nous allons profiter aussi d'élargir notre réflexion pour la mobilisation des ressources, pas seulement internationales, mais surtout domestiques. Dans cette continuité de la lutte, Madame Khadija Touba de l'Institut de la société civile pour le VIH et la santé en Afrique, dont le secrétaire se trouve à Dakar, au Sénégal, espère voir le partenaire privé jouer son rôle. Le secteur privé qui est un partenaire majeur dans cette action-là, qui permet aussi de mobiliser les financements domestiques. Donc les financements domestiques, c'est les collectivités territoriales, le secteur privé, les acteurs communautaires, mais c'est quand même aussi l'aide au développement. Qui réfléchissent sur cette question vitale afin de doter la RDC de feuilles de route durant ce moment crucial. Madame Marie Zaïna Nyombo, coordonnatrice du réseau national des ONG pour le développement de la femme, répond. C'est le réseau des organisations de la société civile, les organisations communautaires, les organisations de défense des droits humains, les programmes de lutte contre le sida et ceux-là qui sont en train de traiter au niveau des centres de prise en charge pour réfléchir sur comment produire la feuille de route pour la RDC. Notons que ces réflexions se passent non seulement en RDC, mais aussi au Nigeria, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ils se sont distingués par leurs excellents résultats scolaires et leur mérite a été salué par Engen RDC qui a procédé jeudi au paiement officiel des frais scolaires et à la remise des fournitures scolaires aux 25 élèves de l'école Don Bosco Ngaliema. Membre du groupe Vivo Energy, Engen DRC veut à travers cette opération continuer à contribuer activement à la construction d'un avenir meilleur pour les communautés locales où elle opère. Reportage Genovi Kamboambaya. Ce cri n'était pas qu'un remerciement. Pour les élèves de Don Bosco Ngali
Ngalima y sonner comme la preuve que l'appui d'Indien RDC transforme l'espoir en réalité concrète. Je vous dis un grand merci. Genovic Mukonda est élève en 6e des humanités scientifiques. Votre soutien et aide matérielle nous apporte non seulement le réconfort et beaucoup de grâce, et vous nous aidez à continuer et à poursuivre nos rêves pendant nos études. Mais surtout continuer à performer, car parmi les critères de sélection de ces 25 élèves figure le savoir-faire. Selon Ferdinand Zouzi, directeur adjoint de l'école primaire Don Bosco. Ces enfants ont été sélectionnés au regard de leurs compétences. Nous avons justement opté pour une politique susceptible de les encourager pour que se donner face davantage. Et c'est depuis 2008 qu'Indien RDC accompagne les communautés où elle opère en réaffirmant son engagement envers l'éducation. Et c'est extrêmement important. Moussa Konate, directeur général d'Indien RDC. Le développement de cette communauté fait partie intégrante de notre société. Notre activité est un projet social. L'homme est éphémère dans le temps. Ce qui reste, c'est les actions que nous posons. C'est une activité qu'on va continuer. Ça fait partie des activités sur lesquelles nous mettons beaucoup d'accent et qui sont importantes pour nous, pour le développement des communautés. Depuis 2008, Indien RDC soutient chaque année 100 élèves boursiers issus des sections primaires, secondaires, humanités classiques et techniques. Ces bourses sont attribuées dans les établissements partenaires Saint-Rita, Don Bosco Ngalima, Don Bosco Lukunga et Don Bosco Masnaka. Ce programme s'inscrit dans sa vision de développement durable basée sur 3 piliers fondamentaux: l'éducation, l'environnement, le sport et la santé. 88.4 Top Congo FM. L'invité. Le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya a, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, signé 5 mémorandums d'entente avec des entreprises américaines ainsi que la diaspora congolaise regroupée au sein du Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Que retenir de ces partenariats et qu'est-ce qu'il va apporter à la RDC? Julien Paluku est l'invité de la rédaction. Il y revient au micro Top Congo de Thierry Kambundi. Julien Paluku Kahongya, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à New York où le 22 septembre dernier, vous avez signé au nom du gouvernement de la République en marge de la 90e session de l'Assemblée générale des Nations Unies 5 mémorandums d'entente avec des entreprises américaines ainsi que la diaspora congolaise réunie au sein d'une structure appelée Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de ces mémorandums? Merci. En fait, aussitôt que j'ai été nommé à la tête du ministère du Commerce, j'ai désigné ici aux États-Unis un expert international parce que le président de la République, lorsque nous réunissait, il disait qu'on doit développer davantage un partenariat solide avec les États-Unis. Et cet expert international, il est issu de la diaspora. Il avait pour mission de mobiliser les opérateurs économiques américains, mais également ceux de la diaspora. Voilà pourquoi, après une année, eh bien, nous avons profité de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies pour que nous puissions matérialiser ce qui a été préparé depuis une année. Et donc, on a préparé depuis tout ce temps les mémorandums. Ils sont nombreux pour renforcer la coopération entre la RDC et les États-Unis. Primo, la diaspora nous a indiqué qu'elle va cesser d'être celle qui crache sur la RDC, mais celle qui contribue à l'émergence du pays. C'est ainsi qu'elle s'est mobilisée. Et le premier mémorandum qu'on a signé, c'est avec une entreprise qui est à la fois tenue par et la diaspora et les Américains pour accompagner les projets de l'hôpital dans le cadre de renforcement de la création d'une classe moyenne. Ils vont créer une structure financière. Ils ont déjà mobilisé 30 millions de dollars. Ils nous ont dit qu'ils cherchent à ce que les partenaires congolais mobilisent 20 pour que ce soit 50 millions de dollars pour créer une sorte de COPEC, la coopérative de crédit, où l'objectif sera seulement de financer la moyenne classe qui va profiter de ces gigantesques projets de l'hôpital autour de 3 pays, c'est-à-dire l'Angola, la Zambie et la RDC. Ça, c'est le premier. Financer comment? Dans quel domaine? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ça sera une main-d'œuvre? Ça sera comment on appelle ça? Est-ce que ça sera une main-d'œuvre? Est-ce que ça sera de la sous-traitance? Comment cette classe moyenne va être créée? Oui, c'est-à-dire, ils cherchent les moyens et ils les amènent en RDC. Ils permettent à ces opérateurs congolais de la classe moyenne d'accéder au financement à des conditions beaucoup plus préférentielles. Parce que les banques, pour accorder des financements aux petits entrepreneurs, il faut 14-15%. Mais eux, ils ont compris que la RDC a une difficulté de créer cette classe moyenne.
d'accéder au crédit. C'est ainsi qu'ils ont mobilisé 30 millions de dollars. Accorder du crédit. Oui, pour accorder du crédit à certains partenaires locaux qui ont déjà des projets, mais pour lesquels ils ne savent pas comment obtenir les financements. Ça, c'était les premiers mémorandums. Le deuxième mémorandum concerne la coopération dans le secteur de l'aéronautique. Ils ont étudié l'environnement de la RDC. Ils ont compris que nous avons un problème dans l'aviation pour renforcer la coopération commerciale entre les États-Unis et nous, avec tout ce qu'ils ont comme Boeing, avec tout ce qu'on a visité au Brésil comme les appareils Embraer. Ils ont dit qu'ils ont 18 appareils qui sont prêts à ramener sur le territoire congolais pour essayer un peu de combler les vides que nous avons. Et nous, comme ministre du Commerce extérieur, nous avons pris l'aspect coopération commerciale, mais dans la mise en œuvre, nous allons maintenant les connecter avec le ministère qui est en charge des transports. Ça, c'est le deuxième mémorandum. Le troisième mémorandum... Excusez-moi, monsieur le ministre, ces aéronefs, ils vont les amener, ils vont créer une compagnie, ils vont les offrir à la RDC. C'est toutes ces questions que les Congolais sont en train de se poser. C'est pas un don. Ils viendront investir dans le domaine de l'aéronautique. Ils viennent à Kinshasa pour le business, c'est-à-dire dans le secteur de l'aéronautique. Et nous, notre rôle comme ministre ayant en charge le commerce extérieur, c'est de pouvoir les rassurer de la possibilité pour la RDC de capter leurs investissements, de les sécuriser et de permettre qu'ils opèrent sur le territoire congolais, bien sûr maintenant en connectivité avec les ministères sectoriels. Troisième mémorandum, c'est sur le gaz. Il nous a expliqué même des choses peut-être que nous ne savions pas, que Perenco, qui exploite le pétrole dans le Congo central, libère les gaz dans l'atmosphère et sans qu'ils ne puissent l'utiliser, alors qu'à Kinshasa et partout ailleurs, nous avons besoin du gaz. Et ils ont cherché des financements pour devoir créer une entreprise qui va se charger de capter le gaz qui est libéré par Perenco, qui lui ne se soucie que de l'exploitation du pétrole, mais sans récupérer le gaz qui est libéré de l'atmosphère. Donc ça sera entre-temps un projet qui nous permet de lutter contre la destruction comment ça s'appelle, la couche d'ozone, mais également un moyen de fournir du gaz à la population qui se rabat sur nos forêts pour la détruire. Ça, c'est le troisième mémorandum. Maintenant, le quatrième. Le quatrième mémorandum, c'est sur ce qu'on appelle le business consulting. Ils disent, ces entreprises américaines qui vont arriver ont besoin de devoir créer une certaine classe de Congolais qui savent manipuler effectivement les données qu'ils vont amener. Il faut une formation d'opérateurs économiques congolais sur les différentes thématiques qu'ils vont aborder dans le cadre du partenariat. Parce que vous amenez, par exemple, un projet de gaz, il faut qu'on se rassure que les Congolais qui vont travailler dans ce secteur de gaz sont formés. C'est ça ce qu'ils ont appelé le business consulting. C'est-à-dire encadrer tous les projets qui vont s'installer dans la formation des cadres congolais. Et le dernier mémorandum, c'est ce qu'ils appellent business education. C'est-à-dire, ils vont développer un partenariat maintenant avec nos universités. Ils ont compris aussi que la RDC a ces problèmes-là et que l'expérience américaine, ils vont la greffer sur les universités congolaises pour former dans des filières technologiques certaines universités pour qu'elles se spécialisent au lieu des universités seulement qui produisent des théoriciens. Et donc, c'est des mémorandums qui, comme vous le constatez bien, relèvent des ministères sectoriels, mais dont le Carrefour est le ministère du Commerce extérieur en tant que partenaire, en tant que porte d'entrée au niveau de la RDC. Et nous avons été heureux de constater que pour une fois, les Américains disent, eh bien, nous avons compris qu'en RDC, il y a une volonté de bâtir la République, parce que les éléments qu'ils avaient, c'est sur la corruption, sur le climat des affaires. Nous avons essayé d'expliquer tous les efforts que nous sommes en train de déployer à travers la volonté du président de la République pour nous rassurer que tout partenaire qui arrive bénéficie à travers le code des investissements, à travers la cellule de climat des affaires, de toutes les facilités nécessaires pour lui permettre de s'installer dans les pays sans beaucoup de problèmes. On aura l'occasion d'en faire une grande émission à Kinshasa, mais juste deux petites questions. Qu'est-ce qui explique cette confiance subite à la République démocratique du Congo qui n'avait pas bonne presse, surtout dans le domaine des investissements, dans le domaine des affaires ici aux États-Unis? Nous devons saluer le travail qui a été réalisé par le président de la République. Vous savez, beaucoup de gens lui ont reproché de faire le tour du monde. Mais nous, qui l'avons accompagné, nous avons compris qu'il y avait un déficit de communication en international. Mais le fait que
le président ait parlé à l'opinion internationale, le fait qu'il nous ait envoyé partout pour parler de la RDC, les opportunités d'investissement, les affaires, les potentialités qu'il y a, la gestion des risques que nous faisons. Finalement, les gens ont commencé à comprendre que bon, mais nous avions plutôt l'image d'une RDC en guerre, d'une RDC corrompue, d'une RDC où rien ne marche, et nous avons eu l'avantage d'avoir 3 entreprises qui ont fait les témoignages, qui s'installent, qui sont déjà installés en RDC. Il y a Frissel qui a témoigné dans une des conférences pour dire, mais nous sommes là. Évidemment, beaucoup de gens ne veulent pas que vous arriviez. On a donné le témoignage d'une banque qui est arrivée au Congo avec 200 millions de dollars, mais qui en 5 ans a un capital de 5 milliards de dollars. Et donc, lorsque nous donnons ces exemples-là, finalement, les Américains commencent à dire, mais l'image qu'on porte ici en international, c'est celle d'un pays où personne ne peut arriver, où personne ne peut investir, où il y a des coups de balle chaque jour, où en fait il n'y a aucun investissement possible. Donc moi je crois que l'opinion devra saluer le travail qui a été fait en international. Mais l'autre élément qui fait que les Américains soient attirés vers la RDC, c'est la signature de ces accords économiques et commerciaux entre la RDC et les États-Unis. Toujours en discussion, c'est le président de la République. Chaque opérateur ne voulait pas rater ou ne veut pas rater effectivement l'opportunité. Mais cela ne veut pas dire non plus que la RDC est un pays guéri en matière de corruption, etc. Nous sommes encore très loin des standards d'exigence des États-Unis. Quelles sont les garanties que vous avez données à ces entreprises? J'ai rappelé aux Américains une chose. J'ai dit, nous n'avons que 65 ans d'indépendance. Il faut qu'on puisse faire une analyse comparative de la même période. Les États-Unis sont indépendants en 1776. Il faut qu'on voie à 65 ans, à partir de 1776, nous étions en 1830. Ils étaient dans la tête des Noirs. Nous, on ne fait pas cette traite des Noirs. J'ai rappelé ça dans la salle pour dire, on ne doit pas comparer les comparables. C'est-à-dire, les États-Unis, comme grande puissance, ont atteint quand même un certain niveau de développement, de lutte contre la corruption, que nous, on n'a pas encore atteint. Mais ce n'est pas là la cause pour les opérateurs économiques de ne pas venir. Eh bien, il y a des efforts qui sont faits au niveau interne, mais il y a aussi des défis qui restent encore à relever. Mais il n'y a aucun pays au monde qui n'a pas de problème. La preuve, c'est que l'un des piliers de la campagne du président Trump a été abattu aux États-Unis. Trump lui-même, pendant la campagne, il a subi des attentats au point d'être tué. Mais on ne peut pas dire parce que cela s'est produit aux États-Unis qu'on ne peut plus arriver aux États-Unis, que le climat est malsain, que les États-Unis sont un pays infréquentable. J'ai rappelé tous ces éléments de comparaison pour dire chaque pays a ses problèmes, y compris la RDC. La matérialisation de tous ces accords, c'est pour quand exactement? Non, moi je crois que nous avons mis en place une équipe et déjà au mois de novembre, il y a une descente de la première équipe à Kinshasa pour que nous commencions à matérialiser les accords que nous avons signés. Moi je crois que depuis que nous sommes au ministère du Commerce extérieur, on a déjà suffisamment signé beaucoup d'accords et les éléments sont en train d'être mis en œuvre petit à petit. En fait, ce ministère ici, le malheur qu'il a, c'est qu'il aborde des questions qui sont immatérielles aux yeux de la population. Parce que les gens veulent voir quel est le caniveau qui a été débouché, quelle est l'école qui a été construite, quel est le centre de santé. Mais en commerce extérieur, ce n'est pas ce genre d'indicateurs que les gens verront. Parce que c'est tellement haut que nous sommes dans ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire la construction de l'image du pays. La visibilité. Quand vous voyez beaucoup de pays aujourd'hui organiser de grandes réunions internationales, ce n'est pas un travail qui s'est fait en un jour. C'est parce qu'ils ont construit l'image sur 10 ans, sur 15 ans, sur 30 ans pour rassurer les investisseurs. Et notre ministère a ce rôle d'accompagner le président de la République pour davantage construire l'image du pays, rappeler ce qui est fait, rappeler également les défis qui existent, mais inviter les gens à venir pour qu'ensemble on puisse chasser les quelques défis qui restent. Sinon, on ne verra jamais un pays où il y a 100% de corruption totalement évacuée. On ne verra jamais un pays où il y a 100% de tracasseries totalement évacuées. Chaque pays a ses problèmes, mais pour moi, c'est de pouvoir convaincre qu'il y a des efforts qui sont faits et qui peuvent amener les investisseurs à venir avec nous, commencer ce qui est possible d'être fait et voir dans quelle direction nous nous dirigeons pour une RDC émergente d'ici 2030, 2035, 2040. Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, Top Congo vous remercie pour cet entretien. Merci.
Julien Paluku, qui était l'invité de la rédaction, il répondait aux questions de Thierry Kamboundi. Et pour boucler ce journal, 3 dates retenues à l'Université pédagogique nationale pour l'organisation d'une série de tests d'admission en L1, LMD pour l'année académique 2025-2026. C'est le 28 septembre, 12 octobre et 26 octobre 2025. C'est ce qui ressort d'un communiqué signé par Loaka Djonga Jean, professeur ordinaire et secrétaire général académique de l'UPEN. Selon ces documents, cette série de tests sera organisée en faveur d'anciens et nouveaux diplômés n'ayant pas obtenu au moins 60%. Toujours selon ces communiqués, il est demandé aux candidats concernés qui ont pris l'inscription en ligne de se présenter à l'une de ces dates à 9h munis de leur bordereau de paiement, des frais d'inscription et de leur carte d'identité pour participer au premier tour. Ces tests portera sur les matières de 4e année des humanités, soit 6e secondaire. Dans l'ancienne appellation, les différents candidats devront donc se préparer pour passer les mathématiques, le français, mais aussi la culture générale. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Fin de ce journal, mise en onde par Alain Pascal Mbungu. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.